Bonjour chers amis. La plupart des sociétés humaines dans lesquelles nous vivons, sociétés humaines dites développées par rapport aux pays sous-développés ou en voie de développement, pour rejoindre notre idéal bien sûr, en d'autres termes, des sociétés industrialisées, puisque les sociétés que nous appelons développées sont les sociétés industrialisées qui ont connu la révolution industrielle, valorisent par-dessus tout la possession matérielle et son dieu, son veau d'or, qu'est l'argent, qui est la monnaie. Nous avons dans ces sociétés une espèce de croyance limitante qui est que il faut travailler pour gagner sa vie. Mais gagner sa vie, c'est intéressant comme terme, hein, gagner sa vie. Pas gagner de quoi manger ou gagner de quoi dormir, mais gagner sa vie, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire gagner sa vie? Ça veut dire gagner de l'argent. Pendant très longtemps, les ouvriers, les travailleurs, les journaliers, comme on les appelait au Moyen-Âge, louaient leurs services dans les fermes, dans les châteaux. Ils louaient leur force de travail véritablement, c'est-à-dire qu'ils mettaient leur force de travail à la disposition d'un souverain, d'un petit seigneur local ou du propriétaire d'une ferme, pour avoir en échange de quoi manger et de quoi dormir la plupart du temps. C'est-à-dire qu'ils travaillaient toute la journée à aider aux champs ou à faire les travaux qu'on leur demandait de faire, en échange de quoi on les nourrissait et on leur donnait le couvert, le gîte et le couvert. Pendant très longtemps, il y avait des gens riches qui étaient les souverains, qui étaient les petits seigneurs dans les petits châteaux, plus ou moins gros. Et ces gens-là entretenaient toute une armée de personnes qui n'étaient pas des gens riches, mais qui étaient entretenues par la personne riche qui possédait des biens. Quel type de biens possédait-elle? Il y a longtemps, c'était des biens utiles. C'est-à-dire que le souverain, par exemple, jusqu'au Moyen-Âge, était quelqu'un qui, bien sûr, possédait de l'or un petit peu, mais qui surtout possédait de quoi manger. Il prélevait ce qu'on appelait la dîme, ce qu'on appelait les impôts locaux, en fait, hein, les impôts de l'époque. Ces fermiers cultivaient les fermes, mangeaient sur ce qu'ils cultivaient, et une partie du produit de la ferme, un dixième en général, la dîme, revenait au seigneur. C'est-à-dire que le seigneur, les intendants du seigneur passaient récupérer une certaine quantité de nourriture, un certain nombre de sacs de blé, un certain nombre de cajots, de légumes, etc., pour nourrir le château, mais aussi pour mettre en réserve, hein, parce que les souverains de l'époque avaient comme principe de ne pas laisser complètement mourir de faim leurs serfs, leurs subordonnés, déjà pour la bonne raison que s'ils les laissaient mourir de faim, ils n'avaient plus de main d'œuvre. Hein. Il ne faut pas croire non plus que ce soit uniquement de la philanthropie. Donc ils mettaient de côté au château, dans des endroits, dans des greniers du château appartenant au souverain, ils mettaient de côté de quoi manger, et quand il y avait un peu de famine, eh bien le souverain relâchait les réserves pour donner à manger à la population. Donc tout ça tournait essentiellement autour du manger et du dormir. L'argent avait peu, la monnaie, c'était de l'or à l'époque, ou de l'argent véritable, la monnaie avait peu d'intérêt de temps à autre. Les gens gagnaient un peu de monnaie, mais ce n'était pas tellement ça qui les intéressait. Ce qui les intéressait, c'était vraiment de pouvoir vivre. De nos jours, c'est différent. De nos jours, l'objectif, c'est de gagner de la monnaie, de gagner de l'argent. Et si au départ, cet argent, ce revenu en argent, servait à faire vivre la famille,
Ça n'est plus toujours le cas. Il y a de plus en plus souvent de nos jours une bonne partie du revenu des familles qui part à autre chose qu'aux choses fondamentales, manger et dormir. C'est-à-dire manger et se couvrir, avoir un toit sur la tête. On a introduit avec la valorisation de la monnaie virtuelle, parce que l'argent c'est quelque chose qui n'a pas de... À une époque c'était de l'or, donc il y avait un poids en or, ça représentait encore quelque chose, maintenant c'est un bout de papier, ou un bout de monnaie, ou un bout même de carte plastique virtuelle, et vous n'en voyez jamais la couleur de cet argent. Et ça ne sert pas toujours à nourrir les gens. Autrement dit, ça ne sert pas toujours à ce que les gens gagnent. Ça n'est pas toujours de quoi entretenir leur vie. Ils ne gagnent plus leur vie. Ils ne gagnent plus de quoi les faire vivre. Alors, on pourrait disserter, c'est pas mon projet aujourd'hui, mais on pourrait disserter sur à quoi ça sert cet argent. Ça sert à se faire plaisir, ça sert à voyager, ça sert à s'offrir des choses parfaitement inutiles. Bon, ça sert à satisfaire en fait plus du caprice, du désir immédiat que de la nécessité. Et pour gagner ça, en fait, eh bien les gens vont travailler, évidemment, et travailler pendant longtemps. Et travailler pendant des heures, des semaines, des mois, faire des heures supplémentaires. Et pendant tout le temps où ils sont au travail, la plupart d'entre eux, étant dans un travail qu'ils n'ont pas choisi, un travail qu'ils ont pris donc par défaut pour gagner leur vie et non pas pour mettre au service du monde leurs compétences parce qu'ils faisaient quelque chose qu'ils aimaient faire, qu'ils savaient particulièrement bien faire. Donc en fait, tout ce temps de vie qu'ils passent dans un travail qui ne les intéresse pas, c'est du temps de vie perdu. C'est ce qui s'appelle perdre sa vie pour la gagner. Et est-ce que c'est obligatoire de fonctionner comme ça? Il y a eu un certain nombre d'études, beaucoup maintenant, d'études qui ont été faites. Alors on a commencé déjà depuis très très longtemps hein, avec des utopies. Déjà au siècle des Lumières, il y avait un certain nombre de penseurs qui ont mis sur pied des utopies de vie pour que les gens soient heureux et fassent des choses qui les intéressaient et que le dieu argent perde un petit peu de son pouvoir. Et puis on recommence au XXe siècle avec ce que l'on appelle globalement un petit peu partout le revenu universel ou le revenu de base. C'est-à-dire qu'on se demande si il ne serait pas préférable de donner aux gens, par tête d'individu, par le simple fait qu'ils sont des êtres humains, qu'ils ont une vie à entretenir, est-ce qu'il ne serait pas préférable de leur donner de quoi vivre, c'est-à-dire de leur donner un revenu inconditionnel, on l'appelle universel, mais on pourrait l'appeler inconditionnel, simplement parce qu'on est un être humain, toucher une certaine somme, puisque tout passe par l'argent maintenant, il faudrait que ça passe par l'argent, sinon il faudrait vraiment très vite modifier la société pour faire autrement, mais leur donner de quoi acheter, de quoi manger, et de quoi se loger. Ou les loger gratuitement et les nourrir gratuitement. Indépendamment du travail, indépendamment de l'activité professionnelle. Cela signifie que tout le monde aurait la possibilité, sans exercer une activité professionnelle, au moins de manger et de se loger. Il n'y aurait plus de SDF. Et pour faire ça, bien sûr, puisque ce serait une espèce d'allocation, pour faire ça, ça supposerait que toutes les autres allocations seraient supprimées. Puisque toutes les allocations qui existent, que ce soit les allocations chômage, que ce soit les allocations familiales, que ce soit les allocations qu'on appelle autrement assurance retraite, etc., allocations de RSA, RMI, je ne sais pas quoi d'autre,
toutes ces allocations, bien entendu, seraient supprimées et seraient mises au service de ce revenu universel. C'est-à-dire que chaque personne, quel que soit son âge, quel que soit inconditionnellement, voilà, je n'ai pas d'autre mot, toucherait ça. Du bébé de 2 jours jusqu'au vieillard mourant, tout le monde toucherait ça pour pouvoir se nourrir et se loger. Alors qu'est-ce que ça permettrait, ça? Quel est l'intérêt, me dites-vous? On ne va pas pouvoir donner des milliers, des mille et des cents à chaque personne. Alors déjà, si on supprime toutes les autres allocations, au bout du compte, pour certaines personnes, ça reviendra au même. Pour d'autres, ce sera beaucoup plus que ce qu'ils ont actuellement. Et pour certains, ça ne change rien. Ce sera un petit pourboire. Mais qu'est-ce que ça pourrait changer? Ça pourrait changer que de nombreuses personnes ayant la certitude qu'ils vont pouvoir manger et se loger, ainsi que leur famille, puisque chaque membre de la famille recevrait ce même revenu, cela permettrait à toute la famille d'être logée et nourrie d'entrée de jeu. Alors, cela ouvrirait la possibilité aux gens de ne plus prendre un travail par défaut. Cela ouvrirait la possibilité aux gens de choisir, de faire une activité professionnelle qui les nourrisse, qui les satisfasse, qui leur corresponde. Pas parce qu'elle leur rapporte de l'argent, mais parce qu'ils ont envie, ils ont la compétence pour ça, et ils ont envie de partager leurs compétences et de se rendre utiles. Ce qui aurait pour effet, en plus, de supprimer toutes les... beaucoup, par exemple, d'absentéisme, beaucoup d'arrêts maladie, de gens qui sont à bout de force, en burn-out, dépressifs, à cause d'un travail qu'ils n'aiment pas. On récupérerait aussi beaucoup d'argent là-dessus. Et cela permettrait d'avoir des gens plus épanouis, qui donneraient le meilleur d'eux-mêmes, qui seraient beaucoup plus efficaces à leur travail, parce qu'ils l'auraient choisi. Mais, vous me direz, si ça n'a que des avantages, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Eh bien oui, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Eh bien parce que cela supprimerait aussi, de fait, tout le pouvoir qui va avec le travail. Parce que, dans le domaine du travail, il y a les gens qui ont le pouvoir et les gens qui dépendent des gens qui ont le pouvoir. Les gens qui offrent de l'emploi, actuellement, offrent la possibilité de vivre à d'autres êtres humains. Et ont le pouvoir de leur dire « Ah, si t'es pas sage, je t'enlève le pain de la bouche en te supprimant ton emploi. » C'est un énorme pouvoir, quelque part. C'est le pouvoir de vie ou de mort. Si tous les êtres humains ont la certitude de pouvoir manger à la fin du mois, ça tient plus. Donc, tous les moyens de pression dans le milieu du travail vont chuter aussi. Tout le pouvoir qui tourne autour de l'activité professionnelle, alors en milieu professionnel, mais beaucoup plus tôt, à l'école, tous les enfants que l'on oriente pour qu'ils trouvent un emploi, plutôt que de les laisser glandouiller à l'école et qu'ils deviennent quelque chose comme artistes ou je ne sais quoi, totalement inutile à la société et non productif. Tout ça, ça chute. Toutes les matières que l'on enseigne et que l'on oblige les enfants à absorber parce qu'elles vont leur permettre de devenir de bons employés et de se mettre au service des créneaux d'emploi nécessaires, ça chute. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi on ne permet pas aux gens de vivre autrement qu'en ayant le fil professionnel à la patte. Parce que si
le moyen de subsistance d'une famille, d'un être humain, ne dépend plus de son acceptation de ses conditions de travail, ça va être le bazar. Ça va être le bazar pour les gens qui gagnent si bien leur vie à l'heure actuelle. Alors, on ne va pas rentrer dans la politique. Là, on est un peu dans la philosophie. Je vous propose ce sujet de réflexion dans cette vidéo aujourd'hui pour que vous puissiez y penser. Qu'est-ce que ça changerait pour vous, par exemple? Qu'est-ce que ça aurait changé? Qu'est-ce que ça changerait si, au lieu d'avoir fait ou de faire un travail pour gagner un salaire à la fin du mois, vous faisiez ce qui vous plaît, ce que vous avez envie de faire? Peut-être pas un travail d'ailleurs. Pourquoi pas voyager? J'en sais rien, moi. Si vous faisiez ce qui vous épanouit, au lieu de faire ce que vous êtes obligé de faire pour avoir un salaire à la fin du mois, qu'est-ce que ça changerait pour vous? Qu'est-ce que ça changerait pour votre état d'esprit? Qu'est-ce que ça aurait comme répercussion sur votre santé, sur votre bien-être, sur votre humeur, sur vos projets familiaux, sur vos enfants, sur votre conjoint? Qu'est-ce que ça aurait comme conséquence? Qu'est-ce que ça déclencherait pour vous? C'est ça que je voulais vous inviter à méditer. J'aimerais bien avoir vos retours.